Les néons de la salle d'audience de la 4e chambre bourdonnaient comme un essaim de guêpes en colère. Cela faisait 20 minutes que je les fixais, essayant de garder mon sang-froid pendant que l'avocat de ma femme faisait mine d'inspecter ma tenue avec un mépris non dissimulé. Madame la juge, j'aimerais verser au dossier la pièce numéro 14, à savoir les 3 derniers bulletins de salaire de Monsieur Dubois concernant son emploi au. Voyons voir. Il fit défiler ses documents avec une lenteur exaspérante. Ah, oui. Le garage automobile Lefebvre et Fils. 2947 € par mois avant impôt. Il laissa ce chiffre flotter dans l'air comme une mauvaise odeur. Ma cliente, Léa Dubois, gagne actuellement 14 500 € par mois en tant que directrice marketing senior chez Lumière Média. Leur fille, Manon, est scolarisée à l'Institut privé Saint-Jean, dont les frais de scolarité annuels s'élèvent à 38 000 €. Le revenu annuel de Monsieur Dubois ne couvrirait même pas la moitié de cette somme. J'étais assis à la table de la Défense, vêtu de ma chemise bleue achetée en promotion chez Carrefour à 12,97 €, et je ne disais rien. Mon avocat, un jeune commis d'office nommé Julien Moreau, qui m'avait été assigné il y a 3 semaines, s'agitait nerveusement sur sa chaise. Madame la juge, poursuivit l'avocat de Léa, nous ne demandons rien de déraisonnable. La garde principale pour ma cliente, un droit de visite médiatisé pour Monsieur Dubois 2 fois par mois, et une pension alimentaire calculée sur le pourcentage standard de ses revenus. Il marqua une pause pour l'effet dramatique. Ce qui, compte tenu de sa situation financière, s'élèverait à environ 427 € par mois. Quelqu'un dans le public ricana. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir qu'il s'agissait de la mère de Léa, Béatrice, une femme qui avait passé les 9 dernières années à me rappeler que sa fille avait fait un de mes alliances en m'épousant. Monsieur Dubois. Je levai les yeux. La juge Catherine Valandré m'observait par-dessus ses lunettes de lecture. La cinquantaine, les cheveux argentés tirés en un chignon strict, elle avait le genre de visage qui avait vu toutes les ruses possibles et qui n'était impressionné par aucune. Oui, madame la juge. Vous êtes resté très silencieux durant ces débats. Avez-vous quelque chose à répondre à la caractérisation de votre situation financière faite par la partie adverse? Je jetai un coup d'œil à Julien. Il me fit un léger signe de tête. Nous en avions discuté. Non, madame la juge, pas pour le moment. L'avocat de Léa rit. Il rit vraiment, là, en pleine audience. Madame la juge, je pense que le silence de Monsieur Dubois en dit long. Il sait qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de sa fille. Il sait que... Maître Castan. La voix de la juge Valandré coupa court comme une lame. Je ne vous ai pas demandé votre commentaire. J'ai posé une question à Monsieur Dubois et il y a répondu. Maître Grégoire Castan, associé chez Morin et Castan, à 650 € de l'heure, eut la décence de paraître légèrement réprimandé. Toutes mes excuses, madame la juge. La juge Valandré rangea quelques dossiers. Avant de passer aux plaidoiries finales, je dois confirmer certains détails pour le procès-verbal. Elle me regarda à nouveau. Monsieur Dubois, veuillez décliner votre identité complète. Je pris une grande inspiration. C'était le moment. Vincent Thomas Dubois. Le nom résonna dans le calme de la salle d'audience. Le stylo de la juge Valandré s'arrêta de bouger. Elle leva lentement les yeux vers moi, et je vis la couleur quitter son visage comme l'eau s'écoulant d'un évier. « Je vous demande pardon ?» dit-elle, sa voix soudainement prudente. « Pourriez-vous répéter ?» Vincent Thomas Dubois, madame la juge. Elle me fixa pendant un long moment, puis elle se tourna vers sa greffière, une jeune femme rousse aux mains tremblantes, et lui murmura quelque chose que je ne pus entendre. Les yeux de la greffière s'écarquillèrent. Elle se leva si vite que sa chaise grinça lourdement sur le sol, puis elle se précipita vers la porte derrière le bureau de la juge, ses talons claquant frénétiquement. Grégoire Castan fronça les sourcils. « Madame la juge, y a-t-il un problème ?» La juge Valandré ne répondit pas. Elle me regardait toujours, mais son expression s'était complètement transformée. L'autorité froide avait disparu, remplacée par quelque chose que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis très longtemps, de la crainte. Léa se pencha vers son avocat, murmurant urgemment. Je saisis des fragments, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi réagit-elle comme ça? La porte latérale s'ouvrit. 2 hommes entrèrent dans la salle. Ils portaient des costumes sombres et se déplaçaient avec l'efficacité habituelle de ceux qui faisaient cela tous les jours. Des officiers de la police judiciaire. Je reconnus les insignes à leur ceinture.
Ils marchèrent directement vers la table de la partie plaignante, vers Léa. Léa Marie Dubois, dit le premier officier. Ma femme, bientôt mon ex-femme, les regarda avec confusion. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Je suis en pleine audience de garde d'enfants. L'officier sortit un document. Madame Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre une fraude, détournement de fonds publics et entrave à la justice. La salle d'audience explosa. Léa hurla. Un véritable cri, un son primal de choc et de déni qui ricocha contre les murs lambrissés. Quoi? Non. C'est absurde. Je n'ai rien fait. Grégoire Castan était debout. C'est scandaleux. Madame la juge, ma cliente est en pleine procédure légale. Quoi que ce soit, cela peut attendre? Cela ne peut pas attendre, maître. Le second officier était déjà passé derrière Léa, les menottes captant la lumière des néons. Ce mandat a été signé par un juge d'instruction il y a 2 heures. Votre cliente a le droit de garder le silence. Tout ce qu'elle dira pourra être retenu contre elle devant un tribunal. Vincent. Les yeux de Léa trouvèrent les miens à travers le chaos. Son mascara coulait déjà sur ses joues, son maquillage soigné se dissolvant sous le poids de sa panique. Vincent, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne répondis pas. Je restais simplement assis là, dans ma chemise Carrefour à 12 €, et je regardais la femme qui avait passé les 18 derniers mois à me dire que je ne valais rien se faire traîner hors d'une salle d'audience les menottes au poignet. Je m'appelle Vincent Dubois. La plupart des gens m'appellent Vince. Il y a 3 ans, j'étais enquêteur principal pour Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l'économie. J'avais une habilitation secret défense, un salaire à 6 chiffres et accès à des informations capables de faire s'écrouler des multinationales et d'emprisonner des PDG. Puis j'ai tout abandonné, j'ai tout quitté pour devenir mécanicien dans un petit garage de la banlieue parisienne. Pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je traquais quelque chose, quelqu'un. Et aujourd'hui, après 1027 jours à jouer l'idiot, à laisser ma femme et sa famille croire que je n'étais rien, à endurer chaque insulte et chaque humiliation qu'ils pouvaient me lancer. Aujourd'hui, le piège s'est enfin refermé. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé, en septembre 2021. J'étais au sommet de ma carrière. 15 ans de service, promu enquêteur senior dans la division des crimes financiers complexes. Mon travail consistait à suivre l'argent, à remonter les fils de la fraude, du détournement de fonds et de la corruption à travers des sociétés écrans et des comptes offshore. J'étais bon, plus que bon. J'avais aidé à monter des dossiers qui avaient mis derrière les barreaux 3 gestionnaires de fonds spéculatifs, un sénateur et le directeur financier d'une entreprise du CAC 40. Léa et moi étions mariés depuis 6 ans à l'époque. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité à Paris. Elle travaillait dans les relations publiques pour une association, et j'étais là pour représenter le ministère. Elle était magnifique, pleine d'assurance, le genre de femme qui donnait l'impression que la pièce devenait plus petite rien qu'en y entrant. Manon est arrivée 2 ans après le mariage. Le jour de sa naissance, je l'ai tenue dans mes bras et j'ai pleuré. Ce petit être parfait, moitié moi, moitié la femme que j'aimais. J'ai juré de la protéger pour toujours. Pendant 4 ans, j'ai cru que nous étions heureux. Je me trompais. Le premier signe aurait dû être son changement de poste. Léa a quitté son association pour Lumière Média, une agence de marketing de luxe qui payait presque le triple de son précédent salaire. Le PDG, un homme nommé Richard Castan, l'avait recruté personnellement. C'est une opportunité incroyable, m'avait-elle dit lors d'un dîner. Richard pense que j'ai un potentiel de dirigeante. Il veut me mentir. J'étais content pour elle, fier même. Ma femme, l'étoile montante. Je n'ai pas remarqué les soirées tardives au début. Mes propres horaires étaient imprévisibles, les crimes financiers ne s'arrêtent pas à 17 h. Quand Léa a commencé à rentrer à 22 h, minuit, parfois plus tard, j'ai supposé qu'elle travaillait simplement dur. Je n'ai pas non plus remarqué les nouveaux vêtements, pas vraiment. Elle avait toujours aimé les belles choses et maintenant elle pouvait se les offrir. Les sacs à main de créateurs, les chaussures de luxe. Je me disais qu'elle se faisait plaisir. Ce que j'ai remarqué, en revanche, c'est la distance. Nous avons cessé de parler de nos journées, de dîner ensemble, de tout ce qui faisait de nous des partenaires. Manon est devenue le seul lien entre nous. Nous gravitions autour d'elle comme 2 planètes qui auraient oublié qu'elles devaient partager le même soleil.
Tu te fais des idées, disait Léa quand j'essayais d'aborder le sujet. Je suis juste stressé. Le travail est exigeant. On ne se voit presque plus. Alors peut-être que tu devrais travailler moins au lieu de me reprocher de travailler plus. Les disputes ont commencé après cela. Des petites au début, puis des énormes. Chaque conversation devenait un champ de bataille. Chaque question que je posais était étouffante, chaque inquiétude que j'exprimais était paranoïaque. En octobre 2021, je suis rentré plus tôt d'un séminaire à Lyon. Mon train avait été annulé à cause d'une grève, et j'avais réussi à prendre un covoiturage. J'ai trouvé Léa dans notre chambre avec Richard Castan. Le cliché de la situation m'a presque fait rire. Le mari qui rentre sans prévenir. La femme qui se précipite sur ses vêtements. L'autre homme, élégant, les cheveux grisonnants, sentant le parfum de luxe, et essayant de garder sa dignité tout en boutonnant sa chemise. Vince, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, Léa. Richard Castan s'est avancé, les mains levées comme s'il calmait un animal sauvage. Vincent, prenons tous une grande inspiration. Ce sont des choses qui arrivent. Les adultes peuvent en discuter rationnellement. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Je faisais ce métier depuis 15 ans. Je savais lire les gens, leurs micro-expressions, leurs tics, les minuscules mouvements qui révélaient ce qu'ils pensaient vraiment. Et à ce moment-là, en regardant Richard Castan, j'ai vu quelque chose qui allait bien au-delà de l'adultère, l'arrogance. La certitude absolue qu'il était intouchable. Sors de chez moi, ai-je dit calmement. Maintenant. Vincent. Sors de chez moi avant que je ne t'en expulse physiquement. Il est parti. Léa l'a suivi jusqu'à la porte, murmurant quelque chose que je n'ai pas entendu. Quand elle est revenue, son expression avait changé. La culpabilité était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus dur, de calculé. Je veux le divorce, a-t-elle dit. Très bien. Elle s'y a. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je supplie, que je lui donne un moyen de pression. Très bien. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Léa? Tu as couché avec ton patron. Notre mariage est fini. Elle croisa les bras. Je veux la maison. Je veux la garde principale de Manon. Et je veux que tu comprennes que Richard a de très bons avocats. Je n'en doute pas. Tu ne vas pas te battre? J'ai pensé à Manon, à la vie que nous avions construite, à toutes ces heures passées loin de la maison à traquer des criminels en pensant que je changeais les choses. Et j'ai repensé au visage de Richard Castan. Cette confiance absolue. Quelque chose a cliqué dans mon cerveau d'enquêteur. Un schéma que j'avais vu des dizaines de fois. Non, ai-je dit lentement. Je ne vais pas me battre. Pas encore, en tout cas. Ce soir-là, après que Léa soit partie dormir chez une amie très probablement dans le Penthouse de Richard, je me suis assis dans mon bureau et j'ai commencé à creuser. Lumière Média m'avait toujours paru étrange. Une petite agence de marketing qui décrochait inexplicablement des contrats avec des multinationales et des agences gouvernementales, un PDG qui vivait comme un milliardaire malgré une entreprise de seulement 40 employés, une liste de clients incluant des sous-traitants de la défense et des laboratoires pharmaceutiques. Il m'a fallu 2 heures pour trouver la première irrégularité. Il m'a fallu 2 semaines pour comprendre l'ampleur de ce que je regardais. Richard Castan ne dirigeait pas seulement une agence de marketing, il dirigeait une opération de blanchiment d'argent à grande échelle. Et ma femme était en plein milieu. J'aurais dû le signaler immédiatement. C'est ce que le protocole exigeait. J'étais un enquêteur fédéral ayant découvert des crimes financiers potentiels. La procédure correcte consistait à tout documenter, à le remettre à mes supérieurs et à laisser le système suivre son cours. Mais il y avait un problème. Richard Castan avait des relations, de très hautes relations. Sa liste de clients incluait des personnes ayant le pouvoir de faire disparaître des enquêtes, de muter des agents gênants, d'enterrer des preuves. J'avais déjà vu cela se produire. Des dossiers solides, des preuves accablantes, des témoins prêts à témoigner, et tout s'évaporait parce que quelqu'un passait un coup de fil à un autre qui lui devait une faveur. Si je signalais cela par les voies normales, il y avait une chance réelle que Richard l'apprenne. Et s'il l'apprenait, les preuves disparaîtraient. Pire encore, ma fille vivait dans une maison avec un homme dirigeant une entreprise criminelle. Si j'agissais trop vite, Manon pourrait être prise entre deux feux. J'ai donc pris une décision qui allait tout me coûter, pour finalement tout me rendre.
Je suis allé voir la seule personne en qui j'avais une confiance absolue, Jean-Pierre Leroy, mon mentor à Tracfin, 63 ans, à 3 ans de la retraite, et l'homme le plus incorruptible que j'ai jamais connu. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot d'Arcueil, le genre d'endroit où personne ne regarde à 2 hommes en costume discutant calmement. « Tu es sûr de toi ?» a demandé Jean-Pierre après que j'ai tout exposé. J'ai tracé 47 millions d'euros via Lumière Média ces 18 derniers mois. Des sociétés écrans au Luxembourg, des comptes offshore aux îles Caïmans, des frais de conseil fictifs vers des entités inexistantes. Et ce n'est que ce que j'ai pu trouver avec mes accès limités. Et ta femme? J'ai remué mon café. Elle signe les factures, autorise les paiements. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait réellement? J'ai secoué la tête. Je l'ignore. Peut-être qu'elle s'est convaincue que c'est juste de la comptabilité créative. Ou peut-être qu'elle le sait parfaitement et qu'elle s'en fiche. Jean-Pierre resta silencieux un long moment, puis il dit ce que je redoutais: tu dois prendre du recul, Vince. Tu es trop proche de tout ça. Le conflit d'intérêts est total. Je sais. Si quelqu'un découvre que tu enquêtes sur l'employeur de ta propre femme. Je sais, Jean-Pierre. Je pourrais perdre mon job, mon habilitation, tout. Je levai les yeux vers lui. C'est pour ça que je te demande ton aide. Pas comme superviseur, mais comme ami. Jean-Pierre m'étudia longuement. Je voyais qu'il pesait les risques. Finalement, il hocha la tête. De quoi as-tu besoin? Je dois disparaître de Tracfin discrètement. Une raison qui n'alerte personne. Tu veux agir sous couverture? En quelque sorte, mais pas officiellement. Je veux démissionner, faire croire que le divorce m'a détruit. Que je n'ai pas supporté le stress. Vince, si je reste enquêteur, les gens de Richard me surveilleront. Ils surveillent les agents de l'État. Mais si je ne suis qu'un fonctionnaire brisé que sa femme a quitté pour un type riche, personne ne fera attention à un perdant. Et pendant que je jouerai les perdants, je continuerai à creuser officieusement, pour construire un dossier si solide que personne ne pourra le faire disparaître. Jean-Pierre secoua la tête. On parle de plusieurs années, Vince. Des années à prétendre être ce que tu n'es pas. À regarder ta femme et ta fille vivre avec l'homme que tu essaies de détruire. Je sais. Et si Léa obtient la garde totale, si tu perds tout accès à Manon? Ma mâchoire se crispa. Alors je le perdrai temporairement. Mais quand ce sera fini, quand Richard Castan sera en prison et que Léa fera face à la justice, je la récupérerai pour de bon. Tu joues gros, là. Non, ai-je dit. Je parie tout sur la vérité. La vérité finit toujours par sortir, Jean-Pierre. C'est toi qui me l'as appris. Parfois, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. 2 semaines plus tard, je remettais ma démission pour raisons personnelles liées à mon divorce. 3 mois plus tard, je travaillais au garage Lefebvre, payé 17 € de l'heure, vivant dans un studio qui sentait le renfermé. L'enquête avait commencé. J'ai passé les 2 ans et demi suivants à monter mon dossier dans l'ombre. Le jour, je réparais des voitures, changeais des plaquettes de frein et des boîtes de vitesse. Mes collègues pensaient que j'étais juste un type d'un certain âge qui avait touché le fond après son divorce. Ils me tapaient sur l'épaule après le boulot, m'offraient des bières en me disant que ça irait mieux. La nuit, je devenais quelqu'un d'autre. J'avais installé un poste de travail sécurisé dans mon studio. Disque crypté, VPN, téléphone jetable. Jean-Pierre me donnait des infos quand il le pouvait, mais je travaillais surtout seul. L'opération de Richard Castan était plus vaste que je ne l'imaginais. Lumière Média n'était que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se trouvait un réseau de sociétés écrans couvrant 12 pays, déplaçant l'argent de cartels, de trafiquants d'armes et de politiciens corrompus. Le rôle de Léa devint plus clair, elle gérait activement les flux financiers, créait les fausses factures. Le plus dur n'était pas l'enquête, c'était Manon. L'accord de garde me donnait un week-end sur 2. Léa se battait même contre cela, arguant que mon mode de vie instable était une mauvaise influence. Il travaille dans un garage, je l'entendais dire au médiateur. Il vit dans un studio miteux. Quel exemple pour notre fille? Je ne ripostais pas. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir l'air d'avoir des ressources. Manon était confuse au début. Tu es pauvre maintenant, papa, m'a-t-elle demandé un jour. J'ai tout ce dont j'ai besoin, lui disais-je. J'ai toi. Richard dit que tu as abandonné.
Que tu n'as pas tenu le choc. Il me fallait tout mon courage pour ne pas réagir. Les gens disent beaucoup de choses, ma puce. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai. Début 2024, j'avais tout. 12 sociétés écrans documentées, 27 millions d'euros de transactions illégales tracées, des enregistrements, des emails. Mais j'avais un problème de timing. Si je livrais tout maintenant, Léa serait arrêtée immédiatement, et Manon serait placée soit chez ses grands-parents qui me détestaient, soit en foyer. Je devais contrôler le moment de l'impact. C'est Léa qui m'a offert l'opportunité parfaite. En février 2024, elle a déposé une requête pour réduire mon droit de visite à une fois par mois, sous surveillance, citant mon échec à maintenir un niveau de vie décent. La vraie raison ? Richard s'impatientait. Il voulait adopter Manon, et ma présence le gênait. Nous devons répondre à ça, m'a dit Julien Moreau quand il a reçu la requête. Il sortait de l'école d'avocat, assigné à mon cas par l'aide juridictionnelle. Un bon gamin, sérieux, mais totalement dépassé. Ne réponds pas, ai-je dit. Quoi ? Vince, si on ne répond pas, elle gagne par défaut. Tu pourrais perdre ta fille. Laisse-la croire qu'elle gagne. Laisse-la demander une audience pour la garde totale. Pourquoi ? Je l'ai regardée. Parce que j'ai besoin qu'elle soit dans une salle d'audience à une date précise, devant un juge précis. Julien me fixa. Qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Beaucoup de choses. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Juste cette fois. L'audience fut fixée au 17 juin. J'avais 4 mois pour placer les dernières pièces. La première était Jean-Pierre. Il avait pris sa retraite mais gardait ses contacts à la PJ et au parquet national financier. Je lui ai remis le disque dur dans notre bistrot habituel. C'est prêt, a-t-il demandé. Tout y est. 3 ans d'enquête. La deuxième pièce était la juge Valandret. J'avais étudié tous les juges aux affaires familiales. Elle était connue pour son intégrité absolue. Ancienne procureure, elle reconnaîtrait mon nom dès que je le prononcerais. La troisième pièce était le timing. La PJ avait accepté d'exécuter le mandat d'arrêt à 10h45 précise le 17 juin, 15 minutes après le début de l'audience. Assez longtemps pour que Léa et son avocat fassent étalage de leur arrogance. Le matin du 17 juin, je me suis réveillé à 5 heures. J'ai mis ma chemise Carrefour et mon pantalon de chez Emmaüs. Je ressemblais au perdant qu'il voulait que je sois. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jean-Pierre, équipe en place. Feu vert confirmé. Bonne chance. Le chaos dans la salle 4B a duré environ 7 minutes. Léa a hurlé pendant qu'on lui passait les menottes. Elle m'a insulté, a crié sur les policiers, a supplié Castan de faire quelque chose. Mais les mandats d'arrêt ne se soucient pas des honoraires d'avocat. Quand ils l'ont enfin emmené, le silence est retombé. La juge Valandret a retiré ses lunettes. Monsieur Dubois. Ou devrais-je dire, ancien enquêteur spécial Dubois. Vince, ça ira, madame la juge. Elle m'observa longuement. J'ai examiné le résumé du dossier fourni par le parquet ce matin. En 23 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Je m'excuse pour le désordre dans votre salle. Ne vous excusez pas, une lueur d'admiration passa dans ses yeux. L'avocat de votre ex-femme a passé l'heure à m'expliquer que vous étiez un père indigne parce que vous travaillez dans un garage. Pendant ce temps, vous meniez une enquête d'infiltration de 3 ans qui vient de faire tomber l'un des plus gros réseaux de blanchiment de la région. Maître Castan. L'avocat, livide, tenta de balbutier, « Madame la juge, je n'avais aucune connaissance des activités de ma cliente. » Taisez-vous, maître. Vous allez avoir des problèmes bien plus graves que cette garde d'enfants quand la justice se penchera sur l'agence Lumière Média. Elle se tourna vers moi. Monsieur Dubois, au vu des circonstances et de l'inaptitude flagrante de la mère, je vous confie la garde exclusive et immédiate de votre fille. Allez chercher votre enfant. Et la prochaine fois que vous viendrez dans ma salle. Elle esquissa un sourire. Habillez-vous comme vous voulez. J'ai conduit jusqu'à l'école de Manon dans un calme absolu. L'adrénaline retombait, remplacée par un soulagement immense. J'ai garé ma vieille Honda Civic au milieu des SUV de luxe devant l'Institut Saint-Jean. 20 minutes plus tard, Manon est apparue, confuse et effrayée. Papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est maman ? Je me suis mis à sa hauteur. Manon, je dois te dire quelque chose.
Ta maman a fait des choses graves, elle a enfreint la loi. Elle ne pourra pas venir te chercher. Tu viens avec moi. Elle a pleuré, bien sûr. Elle a demandé pourquoi je ne l'avais pas aidée. Je l'ai serrée contre moi. Parce que la vérité compte, ma puce. Même quand elle fait mal. Ton appartement est trop petit, a-t-elle sangloté contre mon épaule. J'ai ri pour la première fois depuis des années. Oui, il l'est. On va trouver mieux. Papa? Est-ce que tu as vraiment réparé des voitures tout ce temps juste pour attraper maman? Pas seulement pour l'attraper, Manon. Pour te protéger. Pour être sûr que quand tout s'écroulerait, tu aurais un endroit sur où atterrir. Les procès ont duré 18 mois. Richard Castan a pris 23 ans de prison. Léa, après avoir plaidé coupable pour réduire sa peine, a été condamnée à 7 ans. Je l'emmène voir sa mère une fois par mois. Nous avons reconstruit notre vie. J'ai refusé mon ancien poste à Tracfin. J'ai acheté une petite maison avec jardin et je travaille maintenant comme consultant pour la justice. C'est plus flexible, et ça me permet d'être là chaque soir pour le dîner. Un soir, Manon m'a demandé si je regrettais ces 3 années de misère. Je lui ai répondu la même chose que chaque fois, je le referais sans hésiter. Pas pour la vengeance. La vengeance est creuse. Je l'ai fait pour elle. Pour qu'elle sache que son père n'arrêterait jamais de se battre, peu importe le prix, peu importe le temps. Alors, je vous pose la question, que sacrifieriez-vous pour protéger ceux que vous aimez? Jusqu'où iriez-vous pour que la vérité éclate? Je suis allé dans une salle d'audience avec une chemise à 12 € et j'ai laissé tout le monde rire de moi. J'ai attendu mon heure.